Il existe des amitiés dans le show business, des complicités nées de la scène et des studios. Et puis, il y a ce lien étrange et profond qui a uni Diana Ross et Michael Jackson. Tout a commencé quand il n'était qu'un enfant nerveux, silencieux, à la recherche d'un point d'ancrage dans un monde où la lumière des projecteurs brûle plus qu'elle n'éclaire. Pendant des décennies, elle n'a presque rien dit pas quand il l'a décrite un jour comme à la fois mère, sœur et amante. Pas quand son nom est apparu dans son testament signe d'une confiance absolue. Pas même lorsqu'incapable de supporter la douleur, il s'est éloigné d'elle après son mariage. Ce silence a nourri les rumeurs et les récits sans fin. Jusqu'au jour où, à 81 ans, Diana Ross a enfin parlé. Pas devant les caméras, pas pour faire la une, mais dans l'intimité d'une conversation familière. Quelques mots sobres, sans pathos, qui éclairent d'un seul coup un demi-siècle de non-dit. Pour comprendre ce qu'elle a confié, il faut revenir là où tout s'est noué. Motown, 1969, la rencontre d'un prodige de 9 ans et d'une étoile déjà couronnée. L'Amérique bouillonne de changements sociaux et Motown règne en maître absolu sur la musique noire. Dans ce creuset de rythme et de rêves de destin vont se croiser celui d'un enfant prodige encore anonyme et celui d'une diva déjà consacrée. Michael Jackson n'a que 9 ans lorsqu'il rencontre Diana Ross pour la première fois. Le plus jeune membre des Jackson 5, ce groupe familial originaire de Gary, Indiana, venait tout juste de signer avec Motown Records. À cet âge, il est frêle timide, mais doté d'une voix capable de fendre le silence et de séduire les foules. En face de lui, Diana Ross est déjà une star accomplie. Elle vient de quitter de Supreme pour entamer une carrière solo et incarne à elle seul le glamour, la discipline et la puissance du label fondé par Berry Gordy, dont elle est la proche. Confidente. Officiellement, c'est Gordy qui a repéré les Jackson 5 grâce à une bande vidéo transmise par Bobby Taylor. Mais Michael L. toute sa vie racontera une autre version. Dans son esprit, c'est Diana qui les a découverts. Cette histoire bien qu'inexacte deviendra la pierre angulaire de sa légende intime. Motown la récupérera d'ailleurs avec habileté. Le premier album du groupe sortira sous le titre évocateur Diana Ross Present The Jackson 5. Pour le grand public, il ne s'agit que d'un coup de marketing. Pour Michael, c'est une vérité sacrée. Car à ses yeux, Diana ne se contente pas de présenter sa musique au monde, elle le sauve, elle l'arrache à l'ombre et à l'invisibilité, elle le fait exister. Leur lien fragile et lumineux se forme aussitôt. Et quand la famille Jackson s'installe à Los Angeles, il se resserre encore davantage. Michael séjourne souvent dans la demeure de Diana perchée sur les collines d'Hollywood. Dans cette maison baignée de lumière, il n'est pas seulement l'invité d'une star, il est l'élève attentif d'une maître. Chaque détail l'obsède, la manière dont Diana ajuste la lumière, lors d'un shooting son perfectionnisme, lors des répétitions son art de sourire face aux caméras, comme si chaque regard contenait une promesse. Plus tard, Michael avouera que c'est Diana qui lui a appris à se tenir comme une star, à occuper l'espace, à comprendre que le charisme se construit autant dans le silence que dans la performance. Ce n'est pas encore de l'amour, mais déjà une forme d'envoûtement. Un enfant à la recherche de repères trouve en elle une étoile à suivre. Sans le savoir, Diana devient son modèle absolu, sa muse secrète, l'axe autour duquel son univers commence à tourner. Le lien entre Michael et Diana se renforce au fil des années. En 1960, et 11, le jeune prodige franchit un cap décisif, il débute en solo. Mais c'est pas sous l'étiquette des Jackson 5 que le public le découvre seul pour la première fois. Non, c'est sur la scène prestigieuse de l'émission spéciale Diana en prime time que Michael chante Got to Be There. À seulement 13 ans, il irradie d'une assurance étonnante comme s'il avait déjà trouvé son rôle dans le grand théâtre du monde. Ce que les spectateurs ignorent, c'est l'immense préparation en coulisses. Derrière son sourire fragile, derrière sa voix pure, se cache la main invisible de Diana Ross. Elle le guide avec patience, corrige ses hésitations, façonne son allure. À la presse, elle déclare tendrement « Il m'admire tellement, alors j'essaie seulement d'être un bon exemple ». Une phrase simple qui nourrit l'image parfaite d'une diva bienveillante guidant un enfant vers la lumière. Mais dans l'ombre, il se passe autre chose. Michael observe Diana avec une intensité troublante. Chaque geste de la chanteuse devient pour lui une leçon de vie, sa façon de tourner la tête de rire, de poser une main sur le micro. Il mémorise tout comme si chacune de ses attitudes contenait un secret. Ce n'est plus seulement de l'admiration, c'est une fascination totale. Germain, son frère, confiera plus tard que Michael vénérait Diana. Elle n'était plus simplement une mentor, ni même une sœur symbolique, elle était déjà pour lui un mystère brûlant un centre de gravité dont il ne pouvait s'éloigner.
Michael Jackson n'a que 20 ans quand il accepte de jouer l'épouvantail dans The Wiz, une adaptation moderne et afro-américaine du Magicien d'Oz. Ce film marque un tournant pour lui, première expérience au cinéma, première fois qu'il s'émancipe de l'ombre des Jackson 5, mais derrière les caméras, une autre motivation, la bite plus intime, plus viscérale, partager enfin le quotidien de celle qui l'idolâtre depuis presque 10 ans, Diana Ross, qui incarne Dorothy. Durant le tournage à New York, Michael choisit de louer un appartement plutôt que de vivre à l'hôtel. Et contre toute attente, Diana décide de s'y installer elle aussi. Ils vivent alors côte à côte, loin des managers, loin des photographes, loin des micros indiscrets. Juste deux derrière une porte close que personne ne franchit. Ce huis clos alimente immédiatement les rumeurs maquilleurs, techniciens, assistants, tous remarquent leur proximité. Ils arrivent ensemble, dînent ensemble, se retirent ensemble. Diana l'appelle bébé. Et Michael, habituellement timide et maladroit, se transforme en sa présence plus détendue, plus sûre de lui, presque apaisée. Personne n'ose mettre des mots sur ce qui se passe. C'est pas une romance mise en scène, pas une stratégie médiatique, c'est une intimité réelle, mais protégée fragile comme un secret qu'il se refuse à nommer. Pour Michael, c'est une révélation. Plus tout à fait un enfant, pas encore un homme, il découvre auprès d'elle un mélange inédit de tendresse et de passion muette. Aux heures creuses, il partage avec Diana ses maquettes, ses démos encore inachevées, celles qui deviendront plus tard off the wall. Elle écoute conseil, affine chaque détail. Ce ne sont pas des séances professionnelles, mais des moments de vulnérabilité partagés comme si son cœur lui était confié à chaque note. Ses proches le voient changer. Lui qui souriait machinalement aux journalistes se fait plus discret, plus introspectif. En privé, il paraît apaisé. Selon un assistant de production, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans masque, aimer sans performance. Ni lui ni Diana n'en parlent jamais publiquement. Mais leur silence en dit plus long que n'importe quelle confession. Ils protègent un lien qu'ils savent inexplicable mais vital. En 1982, Michael franchit un pas de plus. Lors d'une interview pour le magazine Ebony, à la question « Qui est la femme idéale pour vous ?», il répond sans détour, sans sourire, sans échappatoire « C'est Diana Ross, je l'aime, stupeur ». Le journaliste croit à une plaisanterie, mais Michael ne rit pas. Il insiste ajoutant que s'il pouvait épouser quelqu'un, ce serait elle. À ce moment-là, il a 24 ans, elle en a 38. Elle est déjà mère, 2 fois divorcée. L'écart d'âge choque, certains amusent d'autres. La presse s'emballe hésitant entre l'anecdote romantique et la stratégie de publicité. Mais pour ceux qui connaissent Michael intimement, il n'y a pas de doute, il est sincère. C'est un aveu brut, profond, irréversible. Et face à cette déclaration, Diana choisit le silence. Elle ne confirme pas, elle ne dément pas. Ce silence lourd, presque complice, devient le voile qui protège leur lien. Aux yeux du monde, rien n'est officiel. Mais dans l'ombre, tout est déjà dit. L'année qui scelle la plus grande blessure du cœur de Michael Jackson, cette année-là, Diana Ross annonce ses fiançailles avec le magnat norvégien du transport maritime Arne Næss Jr. Pour le monde, c'est une nouvelle joyeuse, une diva trouve enfin la stabilité auprès d'un homme fortuné et respecté. Mais pour Michael, c'est un tremblement de terre. Il n'est pas invité au mariage. Pas de présence, pas de cadeau, pas même un message de félicitations. À ceux qui lui demandent pourquoi, il répond avec une sincérité poignante « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours ». En quelques mots, il avoue l'inavouable cet amour qu'il portait en silence depuis tant d'années vient de se briser contre la réalité. Après cette union, ses proches remarquent un changement radical. Michael annule des interviews, évite les caméras, se replie sur lui-même. Lui, l'infatigable perfectionniste, l'homme qui vivait sous les projecteurs, devient soudain insaisissable, inaccessible. Aux yeux du monde, il est au sommet de sa gloire, mais en coulisses, il traverse la nuit noire d'un amour impossible. C'est pas un scandale, pas une trahison publique. C'est pire, la douleur silencieuse d'un jeune homme de 27 en confronté à la certitude que la femme qu'il vénérait ne serait jamais sienne. Personne ne blâme Diana. Elle a le droit de se marier, de choisir sa route. Mais Michael lui reste prisonnier d'un sentiment qu'il ne peut ni éteindre ni assumer. À partir de ce moment, son rapport à l'amour change à jamais. Il n'en parle plus en public, plus aucune interview ne mentionne Diana, plus aucun mot ne franchit ses lèvres à ce sujet même lorsque les journalistes insistent. Mais ceux qui l'entourent savent, dans ces moments de solitude, lorsque le silence l'enveloppe, c'est toujours vers elle que vont ses pensées. Cette blessure intime devient un tournant. Elle transforme Michael, derrière les costumes flamboyants et les records fracassants, un homme s'efface un cœur, se referme.
L'enfant prodige qui rêvait d'un conte de fées doit accepter la dure réalité, l'amour de sa vie appartient désormais à un autre, et ce silence, son silence sera sa seule réponse. Quand les mots deviennent impossibles, il ne reste que la musique. Pour Michael Jackson, chaque chanson est un fragment de vérité intime, une confession déguisée, un journal secret que seul l'art peut traduire. Après le mariage de Diana Ross, il se tait publiquement, mais sa douleur trouve un autre chemin, celui des mélodies. En 1987, il sort Dirty Diana. Pour le grand public, c'est un hymne provocateur sur les groupies et les femmes fatales qui gravitent autour des stars, mais le prénom choisi ne peut être un hasard. Le calendrier lui-même ajoute au mystère, les droits d'auteur de la chanson sont déposés le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Nass Jr., trop parfait pour n'être qu'une coïncidence. Ce morceau brûle d'une tension sourde presque agressive. Les riffs de guitare, la voix allaitante, tout exprime une colère contenue, une frustration inavouable. Selon Jermaine Jackson, ce n'était pas de la haine contre Diana, mais la transmutation d'une douleur impossible à formuler autrement. Dirty Diana n'est pas l'histoire d'une séductrice anonyme, mais le cri d'un homme qui a perdu son étoile. 4 ans plus tard, en 1991, Michael offre au monde une autre facette de son cœur avec Remember the Time. Changement radical de ton là où Dirty Diana hurlait la rage et la perte, cette nouvelle chanson respire la nostalgie, la douceur, la tendresse. Elle ne reproche rien, elle ne juge pas. Elle pose simplement une question fragile. Do you remember? Te souviens-tu? Le clip lui-même est une parabole. Dans un décor d'Égypte antique, Michael incarne un homme tentant de séduire une reine inaccessible. Elle n'a pas de nom, mais pour ceux qui connaissaient son histoire, l'inspiration était limpide. C'était Diana. Jermaine Jackson l'a confirmé plus tard. Michael avait écrit cette chanson comme un hommage discret, une caresse musicale à un amour qui n'a jamais vu le jour. 2 chansons, 2 pôles opposés, l'une la brûlure du désir, frustrer l'autre, la douceur d'un regret ineffaçable. Mais toutes 2 convergent vers la même femme. À ce stade de sa vie, Michael ne peut plus s'exprimer autrement. L'amour qu'il n'a jamais pu vivre trouve refuge dans ses notes, ses paroles, ses chorégraphies. Pour quiconque a déjà aimé en secret, sans pouvoir le dire, ces chansons résonnent comme des lettres codées. Pour Michael, elles étaient son seul langage possible, sa dernière manière de garder vivant un lien que le monde n'aurait jamais compris. Le temps passe, mais certains choix disent plus que 1000 déclarations. En 2002, Michael Jackson révise son testament. Parmi les dispositions légales et les clauses complexes un détail, retient l'attention si sa mère Catherine Jackson venait à disparaître ou à ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants, la tutelle reviendrait non pas à ses frères ni à un proche collaborateur, ni même à Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants. Non, c'est Diana Ross qui désigne. Ce geste dépasse l'entendement offrir à une femme qui n'était ni sa compagne officielle ni son épouse. La responsabilité de ses enfants, c'est la preuve d'une confiance absolue. Michael savait que Diana n'avait jamais trahi son secret. Jamais elle n'avait parlé à la presse, jamais elle n'avait utilisé son nom pour se mettre en avant. C'est précisément pour cela qu'il l'a choisie, parce qu'elle incarnait la loyauté, la discrétion et la tendresse. Lorsque Michael meurt en 2009, le monde entier s'arrête. Les médias s'emballent, les funérailles deviennent un spectacle planétaire. Mais Diana Ross, elle reste dans l'ombre. Pas de présence aux obsèques, pas d'interview larmoyante, juste une brève déclaration écrite « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain, trop choquant, mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille », quelques lignes sobres, mais qui en disent plus que n'importe quel discours télévisé. Les années suivantes, un autre détail intime refait surface. Des employés du ranch de Neverland confient qu'il existait une petite pièce fermée au public où Michael avait disposé des photos de Diana Ross. Certains l'appelaient la salle Diana. C'était pas un sanctuaire ostentatoire, mais un espace discret, secret, où il préservait un fragment de son amour impossible. Un lieu où, loin des projecteurs, il pouvait continuer à vivre son rêve silencieux. Et puis arrive 2025, Diana Ross fête ses 81 ans. Depuis longtemps, elle évite les caméras, choisit la discrétion plutôt que le tumulte médiatique. Mais ce jour-là, lors d'un après-midi tranquille entourée de sa famille, elle laisse enfin tomber le voile, comme une confidence tardive dictée par le poids des années. « Michael m'aimait », dit-elle simplement, pas un cri, pas un drame, juste une vérité déposée au milieu d'une conversation. On lui demande alors doucement « Et vous l'avez-vous aimé en retour ?» Diana baisse les yeux vers sa tasse de thé, marque un long silence, puis murmure « J'ai eu une immense tendresse pour Michael autant qu'une personne puisse en donner. » À une autre « Mais l'aimer comme lui m'aimait... » Non, je ne vais pas mentir là, dessus. Elle n'en dit pas plus, ce n'est pas nécessaire.
Ces mots suffisent à clore un demi-siècle de rumeurs et de spéculations. Oui, Michael l'aimait d'un amour absolu. Oui, elle l'aimait aussi, mais d'une tendresse différente, incapable de répondre au feu qu'il portait pour elle. Elle savait qu'en franchissant cette limite, elle aurait détruit l'équilibre fragile entre admiration et affection. Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûr de pouvoir porter, confie-t-elle encore. Alors par respect, par peur de le blesser davantage, elle choisit la distance. Mais en retraçant le fil de leur première rencontre à Motown, leur cohabitation lors du tournage de The Wiz, la déclaration publique, son absence à son mariage, les chansons codées, le testament et cette chambre silencieuse à Neverland, tout devient clair. C'était pas une romance classique, ni un conte de fées, c'était un lien unique hors du temps, jamais reconnu officiellement mais impossible à effacer, un amour dont la vérité a surgi trop tard, quand l'un n'était plus là pour l'entendre, et que l'autre portait encore en elle l'écho de ce qui aurait pu être.